Liane. Liane Touré. Je te salue, ma soeur. Je vous embrasse. Pour tous ceux que je n'ai pas cités, ne dites pas que je chante bien, mais on n'entend pas parce que je n'ai pas cité votre nom. C'est pas parce que je n'ai pas cité votre nom que je ne vous embrasse pas. Je vous embrasse tous. Merci à vous tous. Aden de la diaspora. Merci à tout le monde. Je vais répondre à quelques questions rapidement, puis on va avancer dans le vif du sujet. Il y a des questions qui m'ont été posées, dont j'ai pris quelques notes. Et je ne peux pas, comme je dis, quand il y a trop de questions qui me sont posées sur un même sujet, je préfère faire un direct live rapidement pour donner des réponses. Mais je veux juste dire, ma petite maman a la chance de tomber sur mon direct. Je t'embrasse depuis Bruxelles. Je voudrais vraiment donner des réponses simples, claires. Et en même temps, comme je le dis toujours, je suis Gouzane Navounou, je suis une citoyenne. Et en tant que citoyenne, moi, mon devoir, en tout cas, nous, notre devoir des citoyennetés, c'est d'apporter l'information juste à nos compatriotes pour ne pas les tromper et pour ne pas qu'ils se trompent aussi dans ce qu'ils font. Meïté Sengdou, je te salue. Pour ne pas... Fabrice, bah oui, dis-toi, tu chantes fort. Fofana, ça nous sied. Donc, je voudrais dire que les interventions, les analyses que je fais sur la page Idée de paix, comme c'est écrit Idée de paix, ce n'est pas de tromper la vigilance, ce n'est pas de tromper nos compatriotes, ce n'est pas de tromper ou flatter la masse, c'est d'aider la masse à comprendre aussi ce que c'est que nos institutions, à comprendre nos lois, à lire nos lois et à les encourager à lire les lois. Beaucoup de questions m'ont été posées à ce sujet. On revient toujours sur le code électoral, ça revient parce que bon, vous comprenez, c'est quand même tout à fait normal. On est dans une période quand même électorale. Bientôt, c'est les élections législatives. Donc, beaucoup s'inquiètent, beaucoup ont peur. C'est normal que nos concitoyens aient peur. Ça, c'est bien. Ça veut dire qu'ils s'intéressent aussi à la chose politique, ils s'intéressent à la vie politique de leur pays. Mais en même temps, cette peur-là, on ne doit pas les angoisser davantage et leur faire peur, mais on doit les rassurer, leur apporter des réponses claires, des réponses fiables à leurs préoccupations. Il faut aider la masse à comprendre. C'est vrai, la lecture, même moi qui suis de là, quand j'étais petit, je n'aimais pas lire. Mais aujourd'hui, j'essaie de me cultiver davantage, souvent par des documentaires, par des lectures. J'ai beaucoup de bouquins que je ne termine pas, mais je fais un effort parce que je veux comprendre quelqu'un. Je ne comprends pas. Je pose des questions à des personnes qui sont spécialistes dans la chose, qui connaissent mieux la chose, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. On est fini. Et puis, il ne faut pas avoir honte de demander. Il ne faut pas avoir honte d'apprendre. Bien au contraire, il faut prendre plaisir. Le fait de vouloir, c'est une volonté. Apprendre, ça veut dire qu'on a envie d'avancer aussi dans la société, on veut partir aussi en commun, on a envie de réussir la chose. Et je pense que notre rôle, c'est un minimum d'apporter sur les réseaux sociaux, un minimum d'informations à nos compatriotes pour les aider aussi dans les campagnes, dans les départements, dans les communes, dans les régions, dans les villages, sur le plan national et sur le plan international. Surtout nous, les Ivoiriens de la diaspora, je pense qu'on a un devoir quand même d'apporter d'être un peu à la hauteur des choses. Je ne dis pas que ceux qui sont au pays ne sont pas à la hauteur, mais on dit quand tu as voyagé, tu as appris un plus. Voyager, l'exil ou l'aventure doit nous permettre d'avoir un plus. Sinon, ça ne sert à rien. Si c'est pour toujours être comme si on était au quartier à Abobo, Sojefia, ce n'était pas la peine de venir en France ou de venir en Europe. Donc, voyager, ça nous permet d'ouvrir l'esprit, d'apprendre des autres et d'apporter ce qu'on a appris là, de ramener ça au pays et donner ce plus-là aussi à notre pays. C'est ça l'aventure. Je prends toujours l'exemple de Christophe Colomb. Quand je dis, ceux à leur temps, quand ils voyageaient, c'était d'apporter à l'Europe, à apporter les différents pays, ce qu'ils ont appris de mieux. Ils ont ramené la pomme de terre. Aujourd'hui, la pomme de terre, l'Europe est le premier pays consommateur de pommes de terre et qui produit la pomme de terre. Pourtant, la pomme de terre, ce n'était pas en Europe avant. Donc, c'est ça aussi l'aventure. Bref, on va s'arrêter là-dessus et on continue sur notre direct live de ce dimanche après-midi, fin d'après-midi. La question m'a été posée sur l'éligibilité des différents candidats à l'élection présidentielle. Je ne me substitue pas au procureur, je ne suis pas procureur et je ne me substitue pas au Conseil constitutionnel ni à la CEI. Mais je essaie de toujours vous dire, si vous voulez des informations fiables, allez-y sur le site de la CEI. Toutes les réponses sont là-bas. Vous avez tous les liens pour vous cultiver davantage, pour apprendre davantage, pour comprendre davantage
des choses que vous ne comprenez pas forcément. Moi, c'est ce que je fais aussi. J'y vais, je consulte, je vérifie, je me cultive pour apprendre. C'est bien, oui, Abou Touré, apprendre permet de booster notre cerveau. C'est tout à fait ça. Voilà. Venons à la question de l'élection législative. J'ai fait plusieurs vidéos à cet effet et je le dis, je le réitère. Les Ivoiriens de la diaspora, dans la Constitution, dans le Code électoral, dans la Troisième République, qu'elle soit de la Première République, qu'elle soit de la Deuxième République, qu'elle soit de la Troisième République, je dis bien qu'elle soit de la Première République, qu'elle soit de la Deuxième République, qu'elle soit de la Troisième République, les Ivoiriens de la diaspora ne sont pas concernés par l'élection locale, c'est-à-dire aux élections législatives, aux élections municipales et aux élections régionales. Les Ivoiriens de la diaspora ne sont pas concernés. Et j'ai expliqué pourquoi. Nous vivons dans la diaspora. Nous résidons dans la diaspora. On ne réside pas en Côte d'Ivoire. On ne réside pas au Gabon. On ne réside pas au Cameroun. On ne réside pas au Togo. On ne réside pas au Bénin. On réside dans nos différents pays, ici dans la diaspora. Donc, en tant qu'Ivoirien de la diaspora, d'abord, nos représentations là, ceux qui nous représentent là, c'est les ambassades de Côte d'Ivoire, c'est les chancelleries. D'abord, premier point. Nous sommes représentés par la chancellerie, c'est-à-dire par l'ambassade de notre pays. C'est pour ça qu'on dit la représentation, souvent diplomatique. Mais cette représentation nous représente aussi. Donc, même par définition, si on peut couper court, on a déjà une représentation. On a déjà une chance. Parce qu'il y a des pays où il n'y a pas d'ambassade. Ces Ivoiriens sont malheureux dans ces pays-là. Ils sont obligés de se déplacer à aller dans d'autres pays où se trouve soit le consulat ou une représentation pour aller là-bas, pour aller dans ces pays-là. Donc, quand on a la chance d'avoir une représentation dans un pays comme nous en France, c'est vraiment une chance. Et je veux dire que c'est une belle chance pour tous les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'on n'est pas quand même oublié de nos États. Nos États ne nous ont pas oubliés. Safiatou Stéphane, merci. Je t'embrasse. Et ça, c'est un premier point. Deuxième point, pourquoi on n'est pas concerné par les élections législatives? Parce qu'on ne vit pas dans les territoires. On ne vit pas dans les départements. On ne vit pas sur le terrain. On ne connaît pas les réalités des terrains. On ne connaît pas vraiment les réalités de nos populations sur le terrain là-bas. On ne connaît pas leurs réalités. C'est comme, je prends ma maman Adèle Gueye, par exemple, qui va se lever de Belgique et vous dit que oui, je m'en vais à Djiglo pour aller représenter les ressortissants de Djiglo. C'est vrai qu'elle est de Djiglo. C'est vrai qu'elle mène des actions à Djiglo, mais elle ne vit pas à Djiglo. Elle vit en Belgique. Elle vit en Belgique. Donc, l'élection législative, c'est la représentation. C'est-à-dire, tu dois aller représenter les populations qui vivent dans les circonscriptions. Tu dois les représenter. Ce n'est pas une question forcément ethnique pour dire que oui, comme je suis guerrier de Djiglo, forcément je dois aller à Djiglo pour représenter les guerriers de Djiglo. Mais tout en sachant qu'il n'y a pas que les guerriers à Djiglo. Tous les Ivoiriens vivent à Djiglo. Il y a des Baoulés à Djiglo. Il y a des Malinqués à Djiglo. Il y a des Dida à Djiglo. Il y a des Gourous à Djiglo. Et c'est très bien d'ailleurs. Je t'embrasse ma soeur. Nathalie Zarou, je t'embrasse très très fort. Ma grande soeur Sambak. Je t'embrasse, plein de bises à toi. Jeannette Kwame, je t'embrasse ma soeur. Je t'embrasse. Je lis au fur et à mesure. Je vous embrasse. Je vous embrasse tous. Merci. Je vous embrasse tous. Donc, je veux dire que c'est pas parce que Aboubakar Touré, je t'embrasse. Je t'embrasse, frère. C'est pas parce que ma mère est de Diokwe, où je mène des actions à Diokwe, où je mène beaucoup d'activités à Diokwe. Moi, je mène beaucoup d'actions à Diokwe. Et que forcément, quand les populations de Diokwe me réclament, je dis, ah, je cours, je m'en vais. Ah, je suis sur mon cheval blanc, c'est moi, je vais aller sauver Diokwe. Au Kriba, je m'en vais. Je veux représenter tous les... Mais je ne peux pas les représenter étant donné que je ne réside pas à Diokwe. C'est pour ça, dans la loi électorale, on dit résider 5 ans en continu. On n'a pas dit séjourner. On dit résider 5 ans en continu.
c'est différent de séjourner. Je ne sais pas, au fait, comment il faut expliquer, mais je pense que c'est aux partis politiques et puis aux différentes personnes qui souhaiteraient être des candidats à ces élections-là, d'apprendre un peu, de prendre un peu de leur temps et de lire la Constitution, de lire les lois, de lire le code électoral, et puis eux-mêmes, là, de se saisir de ces questions-là, pour mieux les comprendre. Parce que je ne fais pas de la chasse, je pourchasse personne, mais j'essaie de répondre aux questions, mais les mêmes questions me sont posées tout le temps. Et à un moment donné, je me dis, bon, ou c'est de la mauvaise foi, les gens font exprès de ne pas comprendre la loi, de ne pas comprendre la Constitution, de ne pas lire, ils font exprès, ou c'est du je m'en foutisme, ou ils ont envie de foutre le bordel. En tout cas, franchement, je me pose beaucoup de questions. Nathalie Zarou me dit, on ne peut pas vivre dans un autre pays et être député dans un autre pays. Attends, bah, je n'arrive pas, Nathalie, c'est toute la difficulté, ma chérie. Je n'arrive pas du tout. J'ai beau expliquer, ça fait quand même plusieurs vidéos que je fais, mais les mêmes questions me sont reposées. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Je pense que l'Afrique souffre de ce mal-là. Les gens refusent de respecter la loi. Ils refusent de respecter nos propres lois que nous nous dotons. Ils refusent même de comprendre la loi. Bon, bah... Pour moi, si c'est pas de la mauvaise foi, je ne sais pas ce que c'est, ou si c'est pas pour juste créer le désordre dans la République, je n'ai pas de qualificatif vraiment à ce genre de comportement. Donc, revenons, comme je dis, je vais répondre aux questions que j'ai notées. On va revenir à ces questions-là. On m'a posé la question pour dire, Madame Gouza Naounou, un Ivoirien de la diaspora peut être député ou être candidat. Je l'ai déjà dit, la diaspora n'est pas concernée par les élections législatives. Bon, on va faire comprendre un exemple. Pendant la révision, je prends un exemple, hein, pendant la révision de la liste électorale, parce qu'il y a eu la révision de la liste électorale avant les élections présidentielles du 31 octobre. Il y a eu la révision de la liste électorale où j'ai fait plusieurs vidéos. J'ai encouragé les Ivoiriens, j'ai encouragé plusieurs personnes à aller se faire inscrire ou aller mettre à jour leur adresse, leur identité. Si pour ceux qui ont changé, qui ont pris le nom d'époux, qui ont changé de nom, d'aller mettre à jour leur nom sur la liste électorale. Vous qui m'écoutez là, ici sur les réseaux sociaux, j'ai expliqué à maintes reprises. Ma grande soeur Martine, oui, je t'embrasse très très fort. J'ai expliqué à maintes reprises. Donc, l'Ivoirien de la diaspora, par exemple, moi, Gouza Naounou, par exemple, je suis allé m'inscrire sur la liste électorale. Je me suis inscrite à Saint-Denis, là, à Saint-Denis, sur la liste électorale. J'ai mis mon adresse de chez moi, je vis en France. Mon adresse là, parce qu'il n'y a pas encore un an de cela, il n'y a pas 5 ans. J'ai mis mon adresse où je vis en France. J'ai mis mes coordonnées, j'ai tout mis à jour. Maintenant, je vis dans la diaspora. On sait que sur la liste électorale là, Gouza Naounou vit dans la diaspora. Quand je me lève, moi, Gouza Naounou, puis je m'en vais à Abidjan, 2 jours là, pour dire que comme à Dioko, les populations me réclament, moi, je vais être candidate là-haut. Je réside où? Est-ce que quand la CEI là, quand elle va prendre la liste électorale et puis elle va voir que Gouza Naounou, il y a 3 ou 4 mois ou 5 mois, en octobre dernier, début octobre, Gouza Naounou, elle a rempli ses documents pour se mettre à jour sur la liste électorale. Gouza Naounou a déclaré qu'elle vit en France. Bon, j'ai déclaré sur la liste électorale que je vis en France. Mais en Côte d'Ivoire, où je m'en vais là, pour être candidate en masse là, ça rime à quoi? Est-ce que j'ai résidé 5 ans en continu? En fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Et puis je prends mon exemple. En fait, si vous ne comprenez pas, il faut me dire, et puis on va continuer. Parce que vraiment, si je dois prendre même peut-être 10 heures aujourd'hui, on va prendre 10 heures. Parce que je ne suis pas sûr que je vais revenir encore sur cette même actualité. Voilà. Il y a un qui dit, je ne suis pas d'accord ton argument par rapport au fait de vivre hors de la Côte d'Ivoire. Mais c'est qui s'attendait? Quelqu'un qui me dit n'est pas d'accord. Moi, je suis d'accord que tu ne sois pas d'accord avec moi. Il n'a pas lieu de débat. Attends, je suis d'accord. C'est monsieur Lasso de
Lagnébi. Monsieur Las de Lagnébi, vous vivez hors de la Côte d'Ivoire et vous voulez représenter des populations qui vivent dans l'Agnébi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi ça rime? À quoi vous êtes un représentant de ces populations qui vivent dans l'Agnébi? Pourtant, vous vivez à New York. On va prendre New York. Vous ne vivez pas dans l'Agnébi. Vous vous levez, vous voulez répondre. On dit la représentation du peuple. Ceux qui vont représenter les ressortissants de votre circonscription de l'Agnébi, là. Il faut un représentant, celui qui vit au quotidien, qui connaît leurs difficultés, qui connaît leurs problèmes. Celui qui est là avec eux. Mais on n'a pas dit celui qui vient en vacances dans l'Agnébi. On dit celui qui vit là pendant 5 ans. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la loi que vous voulez qu'on vous explique par A plus B? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Mathurin Kwame dit, il n'y a pas lieu de débattre sur cette question des résidences. Le CC rétorquera, voilà, le Conseil constitutionnel rétorquera toutes les velléités des candidatures déportées. Merci. Je ne sais plus comment expliquer cette affaire-là. Bon, quand tu expliques la loi à nos populations, il y a certains qui prennent ça pour une affaire personnelle pour eux. Mais moi, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Mon frère de la Nyabi, je vous explique la loi. Le code électoral dit, pour les Ivoiriens de la diaspora, là, on n'est pas concerné par l'élection législative, sauf les ambassadeurs, sauf les diplomates, sauf ceux qui sont détachés, avec les ambassadeurs, les diplomates. Donc, en tant que diaspora, quand j'ai des questions qui me sont posées, j'essaie juste de donner l'information. Après, vous savez, la constitution, les lois là, dans chaque chose, il y a des conditions dans chaque chose. Et ça, c'est important. Dans chaque chose, il y a des conditions. Dans chaque chose, il y a des conditions. Il y a des conditions. Et les conditions là, c'est la capacité du bon citoyen à respecter les conditions. Ou tu les respectes, ou tu fais la mauvaise foi, ou tu ne les respectes pas. Ça veut dire que tu te comportes comme un voyou. En fait, il n'y a pas de différence. Hein? La loi là, elle est pour tout le monde pareil. À chaque chose, il y a les conditions. Il dit, en fait, je ne parle pas de moi car je vis en Côte d'Ivoire, mais je dis qu'il faut réformer la constitution pour permettre à la diaspora. Ça, c'est vous apporter, vous donner une idée qui n'est pas mauvaise. Parce que, effectivement, pour que la diaspora puisse participer à l'élection législative, il faut passer par la révision de la Constitution. Donc, ça veut dire que on va passer encore à la révision de la Constitution. Donc, on va réformer. C'est pourquoi, dans la Troisième République, quand elle a été votée par la majorité des Ivoiriens et qu'elle est passée à l'Assemblée nationale, les parlementaires ont donné caution à la Troisième République. Dans la Troisième République, les Ivoiriens de la diaspora, que ce soit la première, la deuxième et la troisième, même si au fait Boigny, là, il n'y avait pas de député de la diaspora. Donc, on n'a qu'à se respecter quand on parle un peu. Sous Oufouette Boigny, il n'y avait pas de député de la diaspora. Sous Henri Kouna Bédi, il n'y avait pas de député de la diaspora. Sous Gaï Robert, il n'y avait pas de député de la diaspora. Sous Laurent Gbagbo, il n'y avait pas de député de la diaspora. Sous Alassane Ouattara, il n'y avait pas de député de la diaspora. La chance que nous avons sous Alassane Ouattara, c'est que dans la Troisième République, le président de la République nomme un tiers des sénateurs. Donc les un tiers des sénateurs là, la diaspora, le président nomme des sénateurs issus de la diaspora. Voilà la seule représentation des Ivoiriens de la diaspora. Ça a été voté. Chantoule, je t'embrasse ma soeur. Bisous. Ça a été voté et ça fait partie de la Constitution. Mais on ne peut pas se lever pour dire que bon, comme je ne suis pas d'accord avec la Constitution, moi je veux qu'on fasse ça. Mais la société là, elle est régie par des lois. Ces lois on appelle la Constitution. On appelle ça les lois là. La maison des lois, là, on dit la Constitution. Les lois sont déduites. Quand tu n'es pas d'accord, on dit on débat, on fait des propositions et on demande aux députés élus de dire bon, nous on souhaiterait que des Ivoiriens de la diaspora, on souhaiterait qu'on soit une région. La question de la diaspora était
sur les discussions avec les chefs d'État africains lors des sommets des chefs d'État africains où les chefs d'État africains réfléchissent déjà sur comment reformuler la diaspora, considérer la diaspora comme une région de leurs différents pays, en fait. Comme une région. Donc, considérer la diaspora comme une région. Donc, les chefs d'État africains sont en train de penser, il y a des discussions depuis, ça fait quand même 2-3 ans que les chefs d'État africains pensent à ce sujet-là, comment considérer la diaspora comme une région de leurs différents pays. Donc, ce sont des avancées, ce sont des propositions que nous pouvons faire. Mais en tant qu'Ivoirien de la diaspora, sincèrement, je pense qu'on doit se mettre au-dessus et respecter même les lois. On doit se mettre au-dessus des polémiques inutiles. On doit se fier à la loi. Nous-mêmes, là, c'est la loi qui nous protège. Si on ne respecte pas la loi, là, qui va nous protéger? Bon, je ne vais pas rester longtemps sur ça. On va continuer aux questions qui m'ont été posées. Puis après, on peut rentrer dans les causettes, tailler la bavette. Pour l'instant, on va terminer déjà. Donc, ça, c'est pour les Ivoiriens de la diaspora. Je reviens à la Constitution. On m'a posé la question pour dire, Gouza Naounou, les Ivoiriens de la diaspora payent les impôts dans la diaspora. Donc, ces impôts, est-ce qu'on peut utiliser leurs fiches d'imposition dans la diaspora pour les justifier au niveau du pays? Je vais vous dire que c'est une très bonne chose d'avoir de payer ces impôts pour ceux qui payent les impôts au niveau dans leurs différents pays, de leur pays de résidence. Pour ceux qui payent les impôts dans les différents pays, en tout cas dans la diaspora, c'est une très très bonne chose. C'est bien de payer les impôts, ça veut dire qu'ils sont honnêtes, c'est bien. Ils ne trichent pas, c'est très bien. Mais chaque pays là a ses règles, chaque pays a ses impôts. Et les impôts ne sont pas universels. Les impôts ne sont pas universels. Les impôts qu'on paye en France ne sont pas les mêmes impôts en Côte d'Ivoire. Quand tu payes les impôts en France, ça rentre dans les caisses de l'État français. Ça ne rentre pas dans les caisses de l'État ivoirien. Ça rentre dans les caisses de l'État français. Et les impôts, c'est quoi? C'est ta contribution. Tu participes à entretenir, tu participes aux dépenses de l'État. Ça veut dire que tu as l'esprit citoyen, tu es un bon citoyen, tu participes à l'esprit de l'État, tu contribues à aménager les routes, parce que c'est par les impôts, on fait les routes, l'électricité, l'aide sociale, les écoles, les collèges, c'est par les impôts. Donc si je paye les impôts en France, je contribue en tout cas aux dépenses de l'État français. Mais mes dépenses de l'État français là, ce ne sont pas mes dépenses de l'État ivoirien, ça rentre pas dans la caisse de l'État ivoirien. Donc mes impôts que je paye en France ici n'ont rien à voir. Je ne peux pas les prendre pour dire oui, arriver en Côte d'Ivoire pour dire ah voilà mes justificatifs, hein. Moi je paye les impôts en France. Oui, c'est très bien que je paye les impôts en France, mais tu ne les payes pas en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas la Côte d'Ivoire, ça ne concerne pas la Côte d'Ivoire. On dit de payer les impôts en Côte d'Ivoire et non en France. Donc, les impôts ne sont pas universels. Ça, c'est pour la question des impôts. Celui qui m'a posé, s'il est là, qu'il fasse signe. Il y a quelqu'un qui me dit, moi, j'ai appris hier que le président Alassane Ouattara a été accepté pour être Premier ministre de la Côte d'Ivoire sans être résident. Oula, je ne sais pas où est-ce que vous avez appris ça, mais attendez, je vais noter la question. Premier ministre, le président Alassane Ouattara. Bon, très bien. Ça, c'est la question des impôts. La question du Premier ministre pour que le président Alassane Ouattara soit président. D'abord, le Premier ministre n'est pas élu au suffrage universel. Il est nommé par décret. Le Premier ministre est nommé par décret. Par décret. Le président signe un décret et puis il nomme le Premier ministre. Les ministres sont nommés par décret. Les DG, là, les DG, ça veut dire les directeurs des entreprises de l'État, là, ils sont nommés par décret. Ils ne sont pas nommés par... Ils ne sont pas votés, ils ne sont pas des élus. Donc, un Premier ministre n'est pas un élu, il est nommé par décret par le président de la République. Maintenant, s'agissant du président Alassane Ouattara, si j'ai bonne mémoire, je pense que le président Alassane Ouattara travaillait au... Moi, je vous donne ces éléments d'information-là. Hein. Je vais dire que c'est, si vous voulez, je ne dis pas que j'ai la science infuse, que ce que je dis est forcément vrai, ou je suis la plus intelligente, ou je suis la plus... Non, ou la plus smart, je ne dis pas ça. Je donne juste ces éléments-là pour que vous puissiez aussi les utiliser pour argumenter quand vous commentez. Parce que l'idée, c'est ça. C'est d'avoir des éléments pour pouvoir argumenter quand on commente. Et d'apporter
d'apporter la contradiction. Donc, j'essaie de vous donner ça. Après, chacun prend dedans une découpe et puis il s'en va faire son live avec ça. En tout cas, moi, je ne suis pas là-dedans, mais pour l'instant, je donne juste l'information. Le président Alassane Ouattara a été directeur de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, de la BCAO. De la BCAO. Ensuite, il est allé au FMI. Et quand il était au FMI, il était au FMI, il y avait une grosse crise financière qu'il y a eu et que le président Félix Houphouët-Boigny, à ce moment-là, je signale, hein, parce que la Côte d'Ivoire, les États ont des, comment on les appelle, des hauts fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui travaillent dans des grandes institutions. Et quand un pays a besoin de son fonctionnaire, il va le récupérer pour dire, viens, là on a besoin de toi, il faut revenir au pays. Et généralement, je vais vous dire que ce n'est pas tout le monde qui accepte de revenir au pays pour travailler pour son pays. Ce n'est pas tout le monde d'ailleurs qui accepte ça. Mais parce que quand tu laisses un poste confortable où tu as le luxe, tu as tout, jet privé, tu as tout ça. Quand tu laisses ça pour venir te mettre dans bouillabaisse de Côte d'Ivoire, il faut avoir l'amour profond de son pays pour faire ça. Je le dis et je n'ai même pas mis les cachets, je le dis haut et fort. Parce qu'il y a des gens qui travaillent dans les hautes institutions qui refusent même de retourner dans leur pays pour travailler. Mais le président Alassane Ouattara, quand il était au FMI, il a laissé et puis il a accepté d'aller travailler pour son pays. Et le président Félix Houphouët-Boigny, il a nommé par décret. Il n'a pas été élu. Donc, la question de 5 ans sur le territoire n'a pas de sens là, en fait. Ça n'a pas de... En tout cas, je ne sais pas, parce qu'il la personne qui m'a posé la question, j'ai noté la question, mais le nom m'a échappé. Pardon, il faut te signaler. S'il y a quelqu'un qui m'a gâté, je t'embrasse, mon frère. Donc, ça n'a pas de... Je ne vois pas... Je vois pas le lien. Pourquoi le lien il est fait? Je ne comprends pas le lien. Je ne comprends pas vraiment le lien. Le président Alassane Ouattara a été nommé par décret par feu Félix Houphouët-Boigny parce qu'il avait besoin de son gouverneur. Il a été gouverneur de la BCAO. Merci, gouverneur de la BCAO à Sita Coulibaly. Donc, qu'il est rentré. Donc, ce n'est pas tout le monde qui laisse. Moi, je connais des Ivoiriens ici hein, qui travaillent dans les grosses banques, dans les grandes banques, qui gagnent 7 000 € par mois. Mais quand tu leur dis, mais est-ce que tu peux rentrer au pays pour travailler? Ils disent, non, moi je gagne 7 000 €, j'allais en Côte d'Ivoire pour travailler pour 3 000 €, ça ne m'intéresse pas. Donc quand je vois des gens courir de la diaspora pour dire qu'ils veulent des élus, si tu gagnes 4 000 €, je t'assure que tu n'as aucune envie d'être élu. Parce que quand tu gagnes très bien ta vie, et quand tu gagnes convenablement ta vie, voilà, quand tu gagnes 3 millions par mois, 4 millions par mois, 5 millions par mois, je ne suis pas sûr que tu vas laisser ça pour aller être député dans une petite circonscription quelque part dans un pays africain. Donc ça, c'est un autre sujet. Donc, quand le président Alassane Ouattara est nommé, et comme on est dessus, je vais continuer en même temps. Quand il a été nommé, figurez-vous que il a été nommé par Félix Houphouët-Boigny. Et à la mort de Félix Houphouët-Boigny, à la mort de Félix Houphouët-Boigny, le président Alassane Ouattara était Premier ministre. Pourquoi? C'est qu'après le décès de Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, par l'article 11 de la Constitution, donc moi je reviens toujours sur les lois. Je dis que on a quand même respecter les lois. Hein. Tant qu'on ne respecte pas les lois de notre République, on va toujours mettre la République en danger. Tant qu'on bafoue, on méprise les lois de la République, on va toujours foutre le désordre dans la République. Et notre pays sera toujours déstabilisé. Tout ce que l'Afrique vit, les États africains vivent aujourd'hui là, c'est le problème, le manque de respect de nos propres lois que nous nous dotons. Par l'article 11 de la Constitution, Henri Konan Bédié était président par intérim. Je ne sais pas si vous comprenez le sens du mot intérim. Il était président par intérim. C'est-à-dire que le président Alassane Ouattara, nommé Premier ministre par décret, par feu Félix Houphouët-Boigny, au décès de Félix Houphouët-Boigny, Bédié vient au pouvoir sur l'article 11 de la Constitution. Et Bédié vient par intérim. On dit président par intérim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu viens là le temps d'organiser les élections. L'intérim là, tu viens là pour ne pas qu'il y ait un vide. Tu viens là le temps d'organiser les élections. Quand Bédié est arrivé là, il dit il ne part plus. Il ne veut même pas organiser l'élection, il ne part plus. Bédié dit il n'organise pas l'élection, il ne part plus. Le président Alassane Ouattara, qui avait été nommé par décret par feu Félix Houphouët-Boigny, est retourné au Fonds monétaire international. En tant qu'adjoint, il est réparti au Fonds monétaire international.
Il est retourné au Fonds monétaire international pour être directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Donc il est reparti. En 1995, on revient toujours sur les lois de la République. En 1995, parce que c'est le quinquennat, donc on dit 5 ans. C'est pas septennat. Septennat, c'est 7 ans. Quinquennat, c'est 5 ans. Quand Bédier arrive au pouvoir en 93, qui n'organise pas les élections jusqu'en 1995, c'est-à-dire chaque 5 ans, en 95, Bédier, pour organiser les élections, il a écarté Alassane Ouattara de la course. Donc, il lance fatwa contre Alassane Ouattara. Écoutez bien, parce que faut pas que vous... Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Bédier lance fatwa contre Alassane Ouattara en 95. L'histoire de notre pays là. Qui fait ça? L'histoire de notre pays là. Elle est récente. Elle est récente. Elle est récente. On ne peut pas truander. On ne peut pas mélanger. On ne peut pas troupadouiller. Bédier vient en 95. Il lance fatwa contre Alassane Ouattara. Il lance fatwa contre Alassane Ouattara. En 95, donc il écarte de la course. Bédier allait aux élections avec qui? Avec seul Francis Vaudier qui était son complice. Bédier est parti aux élections avec Francis Vaudier. Le même Francis Vaudier, les PIT là. C'est le seul. Bédier est parti aller aux élections en 80. Ils se sont arrangés, Bédier assis. Bédier assis, il dit, il ne bouge plus. Quand Bédier finit là, il lance un mandat d'arrêt international contre Alassane Ouattara. Parce qu'il ne veut plus voir son frère au pays. Il lance un mandat d'arrêt international contre lui. Donc, comparaison n'est pas raison. Il ne faut pas prendre l'histoire de quelqu'un, tu vas prendre pour faire pour toi. Chacun a son histoire sur la terre. Comparaison n'est pas raison. Et le président Alassane Ouattara, en 1999, il décide de rentrer au pays pour prendre la tête du RDR. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont du RDR, si je mens, vous dites que c'est faux. En 1999, le président Alassane Ouattara est rentré au pays pour prendre la tête du RDR. Il devient le président du RDR, donc du parti politique. En 2000, président de parti politique. Parce qu'il ne faut pas confondre l'élection présidentielle. Il y a ses conditions à part. L'élection législative, il y a ses conditions. Donc, tout est question de conditions. Dans chaque chose, il y a des conditions. En 2000, quand Gueye, la partie de Gueye en 99, je ne vais pas rentrer parce que le pauvre Gueye n'a pas duré assez. En 2000, quand Gbagbo vient, qu'il organise les élections avec Gueye Robel, il fait quoi? Il écarte Alassane Ouattara de la course encore à nouveau. Et là, à l'époque, on a écarté Alassane Ouattara. Pourquoi? On dit on veut tripatuer la constitution. On dit, c'est là que je vais en venir et qu'il faut qu'on soit très vigilant dans ce qu'on dit. Pour écarter Alassane Ouattara de la course, Gbagbo et Gueye ont dit à l'époque, pour nationalité douteuse. Voilà le mot qui a été employé pour nationalité douteuse. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Je prends un exemple. On dit voilà les conditions pour être candidat. Mais quelqu'un peut contester. Chaque citoyen peut contester. Et puis le Conseil constitutionnel peut saisir ça et puis invalider ta candidature. Mais à l'époque là, le temps que les élections aient lieu, ils ont lancé une fatwa contre lui encore en 2000 pour dire pour nationalité douteuse. Vous qui me suivez aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Vous qui me suivez là, vous qui m'écoutez, pour ceux qui sont censés, quand tu fermes les yeux, que tu réfléchis là, Alassane Ouattara là, son grand frère s'appelle Gawusu Ouattara. Ils ont même père. Gawusu Ouattara là, ils ont même père. Son papa est le papa de Gawusu Ouattara. Son papa est le papa de photocopie qu'on dit Tene Ouattara. Expliquez-moi. Tene Ouattara est ivoirien. Gawusu Ouattara est ivoirien. Mais c'est Alassane Ouattara qui n'est pas ivoirien de là. Vous avez vu ça où? Donc, il ne faut pas manipuler l'opinion. Je pense qu'aujourd'hui, là, on est suffisamment évolué. On a grandi, on a compris
On ne peut plus se laisser manipuler. C'est pour ça que chaque fois que je vois qu'il y a une manipulation, j'essaie de venir rapidement pour dire, attention, il ne faut pas qu'on va mentir. Voilà. Je ne cherche pas de trophée. Hein. Tout ce que je souhaite, qu'il n'y ait plus la guerre dans notre pays. Parce que ce que la Côte d'Ivoire a vécu là, on ne peut plus vivre ça encore. Photocopie est ivoirien, son papa est ivoirien. Gaoussou Ouattara, son papa est ivoirien. Mais Alassane Ouattara, vous dites qu'il n'est pas ivoirien, qu'il a la nationalité douteuse. Mais lui est photocopie et puis Gaoussou, ils ont même père. Mais ils ont pris des gens pour des imbéciles. Ils se sont foutus de nous. Donc à un moment donné là, sortons de ce cliché là, parce que c'est des foutaises. Ils ont fait assez de mal au monsieur là. Ils ont fait assez de mal à Alassane Ouattara. Donc, comparaison n'est pas raison. Il y a des choses auxquelles il faut faire très attention. Comparaison n'est pas raison. Gaoussou Ouattara est vice-président sous Henri Konan Bédié là. Gaoussou Ouattara est vice-président à l'Assemblée nationale. Henri Konan Bédié est président de l'Assemblée nationale. Et tu vas dire que le petit frère de Gaoussou Ouattara, lui n'est pas ivoirien, mais c'est Gaoussou Ouattara qui est ivoirien. Hé, respectez les gens un peu. On a grandi. Hé, bientôt on va être des grands-mères. Donc arrêtez un peu. C'est quoi ce débat là? Dites aux gens qui font ça là, qui n'ont qu'à arrêter de foutre le désordre dans la République. La Côte d'Ivoire là, on ne doit plus foutre le désordre. Je mets ça de côté. Je mets ça de côté. J'ai une question qui m'a été posée sur... qui a dit que le président Alassane Ouattara n'a pas fait 5 ans sur le territoire ivoirien et puis il a été candidat. C'est ça hein, qui m'a posé la question, qu'il a été candidat à l'élection présidentielle. Je pense que vous vous trompez. Je vais vous ramener à Wikipédia. Vous n'avez pas besoin, je vais vous dire, vous n'avez pas besoin de faire grand effort. Tapez dans Google Wikipédia les accords de Marcoussis. Vous avez toutes les dates. Vous avez Jean-Marc Merci. Vous avez toutes les dates. Il ne faut pas dire que le président Alassane Ouattara n'a pas fait 5 ans sur le terrain. Il ne faut pas dire ça. Hein. Je pense que ce n'est pas vrai du tout. C'est une erreur. Allez-y dans Wikipédia, vous avez toutes les dates. Les accords de Marcoussis. Les accords de Marcoussis, l'île Marcoussis, c'était... si je ne me plante pas, il ne faut pas que je me plante de trop. Les accords de Marcoussis, c'était en 2003. Si je ne me trompe pas. Les accords de Marcoussis, c'était en 2003. En 2003, il y a eu les accords de Marcoussis, où ils ont fait 9 jours, les a enfermés, Chirac les a enfermés 9 jours à Marcoussis, pour qu'ils puissent se concerter et se comprendre là-bas, pour trouver des solutions à la sortie de crise. Après les accords de Marcoussis, en 2003, le président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié, qui est le président du PDC-RDA, ont scellé une alliance. Leur alliance, c'était le RHDP, là. Leur alliance pour battre Gbagbo aux élections présidentielles. Donc, normalement, Gbagbo devait organiser les élections en 2005. Parce qu'aux accords de Marcoussis, là, quand il rentrait en Côte d'Ivoire, Gbagbo organisait les élections en 2005. Gbagbo, en 2005, il les a roulés dans la farine. Il allait prendre Soro, il a dealé avec Soro, il dit petit, viens ici. Moi, il te nomme premier ministre, et puis moi, il reste au pouvoir, puis on n'organise pas l'élection. Et puis les deux, là, on va les laisser comme ça. Voilà le plan de Gbagbo et puis Soro Dio. Donc, en 2005, déjà, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, ils ont déjà ficelé leur accord, leur alliance pour dégager Gbagbo du pouvoir. Donc, pour le battre par les urnes. Ils ont fait l'alliance. En 2005, donc, quand ils ont fait l'alliance, ils ont même fêté, c'est-à-dire qu'ils ont fêté leur alliance là, à l'avenue Hoche, les salons Hoche ici en Paris. Je pense que c'est l'avenue, oui, l'avenue, les salons Hoche là à Paris. C'est là qu'ils ont fêté leur alliance de RHDP. Pour ceux qui sont en Paris, qui ont participé, si vous êtes là, vous pouvez démentir ou vous pouvez confirmer ce que je suis en train de dire. Donc, quand Gbagbo n'a pas organisé les élections en 2005, il s'est trouvé qu'ils ont trouvé, ils ont appelé ça la réconciliation nationale, je crois, un truc comme ça. C'est comme ça, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié sont rentrés en Côte d'Ivoire. Donc, depuis 2004-2005, là, ils étaient là-bas. Gbagbo n'a pas organisé les élections, mais ils sont restés. Ils sont rentrés, Henri Konan Bédié et puis Alassane Ouattara, ils sont rentrés. Ils sont rentrés d'exil. Donc, le 15, merci Mani, merci, je t'embrasse ma soeur. Du 15 au 26 janvier 2003, Marcoussis, exactement. Donc, la question de 5 ans qu'il n'a pas fait sur le territoire ivoirien pour être candidat là,
Je pense que c'est une erreur de communication et ce sont des fausses informations. Vous pouvez partir sur Google, taper les dates qui ont marqué la Côte d'Ivoire. C'est tellement simple, vous avez tout plat. Vous pouvez les lire pour comprendre un peu les dates à laquelle ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Donc le président Alassane Ouattara a rempli les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle de 2010, tout comme Gbagbo remplissait aussi les conditions, même s'il avait fraudulé, parce qu'il ne devait plus se représenter. Hein, si on était toujours dans la Deuxième République, on n'était pas dans la Troisième République, et dans la Deuxième République, il avait quand même fait 10 ans de pouvoir. Voilà. Mais tout ça, c'est dans les accords politiques. Ils sont allés aux élections, et on a vu ce que ça donnait, ça débouchait sur une crise en Côte d'Ivoire. Malheureusement, il y a eu des morts de tous les côtés. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va mieux, elle se porte bien. Qu'est-ce que je veux dire en cela? Si on a été conscients, nous tous, on a vu dans ce pays-là ce que notre pays a vécu, ce que la Côte d'Ivoire a traversé, parce que les acteurs politiques, certains n'ont pas voulu respecter les choses. Nous, en tant qu'Ivoiriens de la diaspora, et puis en tant que citoyens, on se doit quand même de respecter aussi nos lois. Et c'est comme ça on va encourager. C'est une façon de mettre la pression sur les acteurs politiques de notre pays, pour que eux-mêmes puissent aussi respecter la loi. Mais si nous qui devons mettre la pression sur eux, si nous-mêmes, on ne respecte pas la loi pour des intérêts égocentriques ou personnels, ou des intérêts de moi, on va toujours faire plonger notre pays dans des crises à ne pas en finir. Et puis la diaspora est utilisée comme une base arrière, en quelque sorte, pour aller déstabiliser les pays. Je ne suis pas d'accord, moi je ne veux pas. Comme moi je suis de la diaspora, comme moi je suis, moi je ne veux pas. Mais attendez, hein, on va couper court. C'est quelle forme de dictature ça là? Les Ivoiriens de la diaspora seraient des dictateurs. Et qu'on refuse de respecter la loi, de respecter la constitution, de respecter le code électoral. On va imposer notre bonne volonté, notre besoin, notre désir, notre plaisir. On va imposer ça à toute la population en Côte d'Ivoire. C'est quoi? Est-ce que c'est ça la démocratie? C'est ça la démocratie? C'est ce qu'on veut enseigner, c'est ce qu'on va apprendre, c'est ce qu'on veut léguer. Est-ce que c'est ça la bonne marche démocratique? Nous, on vit dans la diaspora et c'est nous qui allons décider qui va être député. Que nous, on va dire, bon, on ne veut pas de la diaspora dans tel département-là. Il faut qu'il y ait telle personne qui soit députée. C'est les Ivoiriens de la diaspora maintenant qui vont choisir pour les représentations des circonscriptions. Moi, je ne comprends pas. Déjà, on ne vote pas. Les Ivoiriens de la diaspora ne votent pas. Donc, le débat est clos. On ne vote pas. On ne vote pas. Mais non, on vote pour les présidentielles. On vote pour le référendum. Mais ce qui concerne l'élection locale, on n'est pas dedans. Donc, c'est quoi on veut faire force? Mais c'est quelle rébellion on veut créer? Je ne comprends pas. Oh, mais les Ivoiriens de la diaspora, vous voulez que nos autorités nous considèrent comme une bande de rebelles? Moi, je ne suis pas rebelle. Je n'aime pas la rébellion même déjà commencé. Je ne suis pas rebelle, je n'aime pas. Soro Guillaume, là, c'est pour ça qu'il n'aime pas. Moi, je n'aime pas les rebelles. Je n'aime pas Soro Guillaume. Donc, je ne vais pas venir jouer les rebelles. Je ne vais pas venir jouer les rebelles. À un moment donné, là, le sacrifice, le don de soi pour la République, là, chacun doit pouvoir faire ça. Si tu connais les règles, tu connais la loi, que tu ne remplis pas les conditions, si tu remplis les conditions pour être candidat, mais c'est normal que tu sois candidat à l'élection législative ou municipale ou régionale ou sénatoriale. C'est normal. Là, chaque citoyen ivoirien a le droit de se présenter s'il désire être candidat. Mais en respectant, en remplissant les conditions. Parce qu'on dit conditions. Mais dans toute chose, il y a des conditions. Ou mais comme c'est les Ivoiriens de la diaspora, on a enlevé les conditions, quoi. Dans toute chose, il y a des conditions. Pourquoi on dit 18 ans révolus? Voilà notre exemple. Il y a un enfant qui a 18 ans, un jour. C'est-à-dire qu'il a fêté son anniversaire aujourd'hui. Mais demain, s'il y a élection, il ne vote pas. Pourtant, il a fêté son anniversaire aujourd'hui. Mais celui qui a 18 ans et 8 mois, là, il peut voter. Mais ce sont les conditions. Ce sont les conditions. Alors qu'ils ont même 18 ans là. Mais l'autre, comme il a eu ses 18 ans quelques jours, il ne vote pas. Celui qui a eu 18 ans et quelques mois, il vote. Mais ce sont les conditions. Quand on demande, on dit non, comme il vient d'avoir ses 18 ans, il n'est pas encore réfléchi, il n'est pas encore mature, mais celui qui a 18 mais il y a des enfants de 18 ans qui sont plus intelligents que les vieux de 50 ans. Regardez les gens de la FECI, là, par exemple. Là. Les groupes de Soro Guillaume et les Blé Goudé, ils ont 50 ans, mais ils ont toujours FECI.
je ne sais pas c'est quoi. Bon, des gens qui ont 50 ans passés, 55 ans, quand tu leur demandes, ils disent ils sont fessis. Souvent même, ils sont anciens fessis. Anciens étudiants. Il y a des enfants de 18 ans qui sont plus évolués que les gens là. Et ils proposent quoi? À part brigandage politique, à part la violence des mots, des actes, à part vouloir brûler le pays, casser le pays. Mais il y a des gens comme ça, ils ont 50 ans. Et puis il y a des enfants de 18 ans qui sont assis qui disent non, ben nous on va pas se mêler des histoires de ces gens, de ces anciens là. Ah non, non, moi j'ai fait mes études. Ils ont une vision grande, ils sont déjà évolués, ils savent ce qu'ils veulent faire. Pourtant les fessis là, ceux qu'on dit fessis là, qui ont 50 ans là, qui sont plus étudiants mais ils sont toujours fessis là. Tout ce qu'ils savent faire là, ils vont, eux ils sont des rebelles. Ils sont les rebelles dans l'arme. Ils sont des rebelles dans la peau. Et ils veulent brûler le pays. Et ils veulent chasser le président. Et ils veulent casser les institutions. Voilà ce qu'ils avaient. Entre ceux-là et puis l'enfant de 18 ans qui est intelligent. Mais c'est les conditions dans la constitution qui sont comme ça. On dit que celui qui a 18 ans là, il ne vote pas. Mais le vieux fœtus rebelle qui a 50 ans, lui, il vote. C'est la loi qui est comme ça. C'est la loi qui est comme ça. C'est la loi qui est comme ça. Donc, on est obligé de se fier à la loi, même si on n'est pas content. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas, mais on n'est pas content. La loi dit c'est comme ça, on est obligé de se fier. Maintenant, si on veut faire évoluer les choses, si on veut faire avancer les choses, on fait des propositions, on provoque le débat, on insiste auprès des parlementaires pour que les choses évoluent. On peut par exemple dire, voilà, on a remarqué que les Ivoiriens de la diaspora, eux, ils ne votent pas, on n'est pas d'accord. Donc nous, on souhaiterait qu'il y ait une révision de la Constitution pour que les Ivoiriens de la diaspora puissent participer à l'élection législative. C'est comme ça a été fait en France. C'est comme ça a été fait en France. C'est comme ça a été fait en France. En France, là, la France qui depuis 100 ans, là, c'est en 2008, avec Nicolas Sarkozy, qu'ils ont fait la révision de la Constitution. C'est comme ça, il y a eu les députés français de l'étranger, les députés de l'étranger. Mais ce n'est pas la révision constitutionnelle que Nicolas Sarkozy, il a mis dans son programme de campagne. En 2008, vous dites, si je suis président, les Français de l'étranger auront un député. Et c'est comme ça, il y a des députés de l'étranger, des Français de l'étranger. Mais c'est toujours par la loi qu'on peut obtenir les bonnes choses. On ne peut pas forcer à voir les choses par du brigandage, par la rébellion, par l'insurrection. En fait, c'est par la loi. Donc, respectons juste la loi. Et puis, empruntons la démarche démocratique. Comment on peut... Parce qu'on est de la diaspora, on va bafouer les lois. Et puis on dit qu'on est des démocrates. Mais ce n'est pas la démocratie, ça. Donc, dans la diaspora, on est ici. Quand on dit élection législative, bon, on va découper la diaspora en petits partis, puisque c'est la diaspora qui va choisir maintenant les députés. Donc, on découpe en petits partis. On dit, bon, la diaspora du Guémon, votez pour les députés du Guémon, on va voter. La diaspora du Bélier, votez pour les députés du Bélier, puisque c'est ce qu'on veut, vous faites. Une forme, mais c'est de la dictature. C'est un manque de respect pour les populations elles-mêmes. C'est un manque de respect pour la République, pour le pays, pour les institutions. Mais respectons nos institutions. Il y a quoi? On parle de ça. D'autres prennent ça pour une affaire personnelle. Mais moi, je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Non. Saïbé, merci. C'est quand même dommage. Sambak, ma grande soeur chérie, je t'embrasse. C'est tellement simple que je pense que chacun a les éléments pour essayer aussi de faire ses analyses avec des arguments pour expliquer. Chacun a son entourage. Nous avons le devoir de maintenir la stabilité. Nous avons pour devoir d'aider le président à réussir. Nous ne sommes pas dans la diaspora pour déstabiliser l'État de Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas dans la diaspora pour chercher à embrouiller nos autorités et chercher à foutre le désordre au pays. Parce que la même chose, on est sur le Facebook, là, on dénonce, on dit les Maïli-Ba, là, ils cherchent à déstabiliser le pays. Les Maïli-Ba, là, ils créent des désordres. Les Eleonore Kwame, là, ils créent des désordres. Les qui d'autres, là, je ne sais pas, on crie. Mais toi-même, tu as un comportement de désordre. Et tu dis que les autres créent des désordres. Toi-même, tu es désordre. On n'a qu'à respecter nos institutions. C'est quoi le problème?
Respectons nos institutions. Ou bien, c'est tellement simple. Je ne vois pas, il est où le problème, en fait. Si, moi, si je veux être candidate plus tard, je commence à me préparer dès maintenant pour partir au pays. Ou bien, bon, à supposer par magie, parce que en Afrique, c'est toujours une question de magie. Hein. C'est des magiciens là-bas, donc je ne sais pas. À supposer par magie. Voilà, moi je donne à supposer par magie. Il y a quelques Ivoiriens de la diaspora, par magie, puisque l'Afrique aussi, c'est son côté sombre qui est là. D'un côté, on dit la loi, de l'autre côté, on balaie la loi. Je n'en sais rien, mais moi, je crois fermement aux institutions et j'ai confiance à la CEI, j'ai confiance au Conseil constitutionnel, j'ai confiance à nos institutions. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les institutions marchent dans notre pays. J'ai confiance au président de la République. J'ai confiance en son gouvernement. J'ai confiance en son premier ministre. Aujourd'hui, dans notre pays, là, les institutions marchent. Il y a 10 ans, là, de 2000 à 2010, là, les institutions étaient en panne. Il n'y avait plus d'institutions dans le pays. Il y avait la guérilla. Chacun faisait sa loi. Il n'y avait pas l'ordre. Mais aujourd'hui, là, il y a l'ordre. Les institutions sont là. Pourquoi on veut venir faire notre loi? On veut faire créer guérilla. Pour quelle raison? Si on aime Alassane Ouattara, si on soutient Alassane Ouattara, si on s'est engagé pour Alassane Ouattara, on doit s'engager pour faire respecter l'ordre. C'est simple. Si tu cherches à créer des ordres, c'est que tu as ton agenda caché. C'est aussi simple. Si tu aimes, toi qui m'écoutes, si toi tu aimes Alassane Ouattara, tu t'es engagé pour Alassane Ouattara. Si tu veux que Alassane Ouattara réussisse son quinquennat là, il faut respecter l'ordre. Alassane Ouattara sera fier de nous. Mais aujourd'hui, là, le désordre qu'on crée là, moi-même, j'ai honte. Comment vous voulez que nos autorités nous respectent? Comment vous voulez que les autorités ivoiriennes nous considèrent? Parce qu'ils s'aperçoivent que, mais ceux, on ne peut pas leur faire confiance. C'est des gens bordés. Mais c'est ce qu'il s'est dit, on ne peut pas leur faire confiance. Parce qu'il y a des gens qui vont dire aux chefs d'État africains, oh non, non, quand ils sont entre eux là, quand vous écoutez là, vous dites, ouais, non, les gens de la diaspora, oh, les gens de la diaspora, ceux-là, ils ne comprennent rien. Ils sont là-bas, on ne sait pas ce qu'ils font là-bas, ils ne comprennent rien, c'est pour venir embrouiller les gens au pays. C'est comme ça on nous considère. Mais quand on a travaillé dur, quand on s'est mis ensemble, quand on a travaillé dur, quand on a fait des sacrifices pour redonner une image à la diaspora, préservons cette image-là. Il ne faut pas nous prendre notre image pour mettre dans la boue. Et puis les gens vont plus nous respecter. La Troisième République dit le président nomme un tiers des sénateurs. D'où les sénateurs de la diaspora. Mais concentrons-nous sur ça. Voilà pour nous là qui est là. Pourquoi on est dans l'affaire des députations? On fait quoi de là? Bon, demain là, quand tu ne seras pas élu par magie, bon, je prends qui ici qui me regarde? Je vais choisir un nom. Comme ça, ça va vous bim. Bon, je prends Isaac Bakayoko. Isaac Bakayoko dit les candidats, il est dans la diaspora, il dit les candidats. Et puis il va en Côte d'Ivoire. Par magie, en tout cas, son nom a échappé, c'est passé parce que vous avez souvent dans l'émail des filets. Bref. Bon, Isaac Bakayoko, si tu n'as pas gagné aux élections là, tu reviens dans la diaspora ou tu restes en Côte d'Ivoire? C'est la question qui a été posée. Parce que tu es candidat là-bas, non? Si par magie, tu es sur la liste et que, parce qu'il y a, vous savez, il y a toujours les trucs bizarres, hein, mais j'ai confiance à la CEI, j'ai confiance à nos institutions, j'ai confiance au Conseil constitutionnel, j'ai confiance aux institutions du Côte d'Ivoire. Mais je dis, Claude Guy dit Gouza, bonne année, tu as raison. Merci, je t'embrasse, merci, belle année aussi à toi. Si par magie, un Ivoirien de la diaspora est retenu et qui va aux élections et qui ne gagne pas les élections, moi la question que je souhaiterais que vous posiez à ces Ivoiriens-là, ils vont rester en Côte d'Ivoire dans les circonscriptions là-bas pour vivre avec eux là-bas, ils vont revenir dans la diaspora. Ils vont revenir vivre dans la diaspora. Sanata Bamba, on a besoin de vous au pays pour occuper des responsabilités relatives au civisme. Je t'embrasse plein, je t'embrasse, merci. Je t'embrasse très fort. Donc, rien que ça, déjà, on a compris le reste. En tout cas, mes amis, je pense... Ah, Marcel Aqua, je t'embrasse très, très fort du côté de Reims. J'embrasse tous les Ivoiriens du côté de Reims. Donc, voilà un peu
où je vais rester sur cette question-là. On ne va pas aller plus loin. Je veux juste dire que ne cherchez pas à foutre le désordre au pays. Et ne cherchons pas à créer du désordre. Les élections législatives qui arrivent là, l'opposition, une partie de l'opposition qui voulait faire, qui a échoué son coup d'État, parce que c'était désobéissance civile, là, c'était appel à coup d'État. Et le coup d'État a échoué. Cette opposition-là, elle est toujours dans la même logique de déstabiliser le pouvoir à Alassane Ouattara. Donc ceux-là, certains vont aux élections là, c'est pour contester les résultats. Ils vont rien que pour foutre le désordre. Maintenant, si nous-mêmes qui disons qu'on a accompagné Alassane Ouattara à réussir à gagner les élections, on veut l'accompagner à réussir son quinquennat, si nous-mêmes, on crée le désordre déjà là, mais on va donner le flanc à l'opposition de renverser Alassane Ouattara. C'est que c'est nous-mêmes, on sera les alliés. En réalité, c'est comme les agents doubles, donc on est des mercenaires. Moi, je vais m'arrêter là. On est des mercenaires. On est des mercenaires. Puisque l'opposition veut renverser le président. Maintenant, nous-mêmes, là, on dit, nous, on a fait campagne pour le président. C'est nous, on a aidé le président. C'est nous, on a voté le président. Nous, on a fait comme ça. Tous les jours, tu entends ça. Il y a des gens même qui disent que oui, que c'est eux, mais grâce à eux, en 2010, le président est devenu président. Pourtant, en 2010, là, on a vu que dans la diaspora, on n'a pas voté. Toi, tu as voté en 2010. Bon, tout ça, on va laisser ça. On va laisser ça. On n'a pas parlé de 2020. Mais en 2020, l'opposition veut renverser le pouvoir Ouattara. Tout le monde sait ça. C'est quoi que vous ne savez pas? Mais si nous-mêmes, là, on ne prend pas, on ne respecte pas l'ordre, on ne respecte pas les institutions autour du président de la République, on est en train de déstabiliser Alassane Ouattara lui-même. C'est-à-dire que on va aider l'opposition à renverser le pouvoir. En tout cas, chacun voit midi à sa porte. Moi, Gouzane Naounou, il ne va pas midi à ma porte. Tu ne vas pas midi à ma porte. Parce que s'il voyait midi à ma porte, là, il allait faire pire. Mais il ne va pas midi à ma porte. Je vois la Côte d'Ivoire à ma porte. Je vois la cohésion sociale à ma porte. Je fais des sacrifices souvent là. Parce que je me dis, il faut préserver la cohésion sociale. Il faut préserver la paix. Il faut aider le président Alassane Ouattara à réussir. Sinon, il peut m'asseoir ici pour bailler comme tout le monde. Il peut m'asseoir pour pleurer comme tout le monde. Parce que j'ai donné. Mais je ne parle pas de ça. Je me dis que pour Alassane, l'image du président, quand tu t'es engagé, tu dois préserver. Donc, je me dois de préserver et d'accompagner le président à réussir. Je vous demande simplement, faites ce sacrifice-là un peu. Acceptez de penser au commun. La Côte d'Ivoire, l'unité du pays, là, vous dites, je dois aider Alassane Ouattara à réussir. Je ne dois pas être un acteur du désordre pour faire chuter Alassane Ouattara. Rien que ça, là. Toi-même, là, quand tu lis l'ordre, là, tu lis la constitution, tu lis les conditions, là, tu dois te dire, il ne faut pas que je cherche à créer le désordre. On n'est pas concerné. Je préfère me préparer et puis venir correctement. Donc, venons, faisons la politique proprement. Mes amis, on parlera, j'ai vu aussi la question qui m'a été posée sur M. Henri Konan Bédié et Kakabe, le ministre Kakabe. Je ne vais pas rester longtemps dessus, mais je vais revenir encore dessus. Comme ça, on a déjà 1 heure. Henri Konan Bédié, parce que la question m'a été posée. Henri Konan Bédié a fait une déclaration dans laquelle il dit que c'est le président du Sénégal, donc le président Macky Sall, qui a envoyé Kakabe comme émissaire. À ce que je sache, Bédié n'est pas un réfugié sénégalais en Côte d'Ivoire. À ce que je sache. Henri Konan Bédié n'est pas un réfugié sénégalais en Côte d'Ivoire. Voyez la manipulation. Si on n'apporte pas la vérité à nos compatriotes, on va plonger notre pays dans le chaos. Mes amis, il y a le félin noir qui dit comment on peut être un candidat sans connaître les conditions des candidatures avant de déposer ses dossiers. Bah, c'est les questions qu'il faut poser aux gens. Je pense que c'est important. Pourtant, peut-être que d'autres ne savent pas, peut-être qu'ils l'ignorent.
Ou peut-être qu'ils font la mauvaise foi. Ou bien ils ont un autre calendrier où ils sont soutenus par des mains obscures qui cherchent à renverser le pouvoir. Franchement, moi, je me pose beaucoup de questions. Voilà. Je me dis que ceux qui cherchent à créer le désordre là, c'est qu'ils sont soutenus par des mains obscures qui depuis très longtemps cherchent à renverser le pouvoir à Alassane Ouattara. Je les considère comme des mercenaires. Voilà. Parce que je n'ai pas envie, j'ai battu campagne, je me suis donné, je me suis sacrifié, je me suis battu, j'ai traîné dans les rues de Paris, j'ai dormi dans les trains, j'ai fait la mobilisation pour que Alassane Ouattara gagne les élections dès le premier tour. Et l'objectif a été atteint. Je pense que j'ai réussi. En tout cas, j'ai joué ma partition. Nous avons joué notre partition. Nous avons réussi. Nous avons rehaussé l'image du président Alassane Ouattara. Ce n'est pas à moi, Gouza Naounou, aujourd'hui, de venir salir son image, de venir ternir son image ou de venir aider les gens qui veulent le renverser à le renverser. Je ne le ferai pas. C'est mon côté vrai. Voilà. Moi, je suis comme ça, je suis vrai. Mais s'il faut être malhonnête, comme certains me disent, mais Gouza, tu es trop honnête en politique pour réussir. Pour moi, la réussite, c'est la réussite sociale. La réussite, c'est que tous les Ivoiriens vivent en paix. La réussite, c'est que la stabilité économique. La réussite, c'est le développement pour notre pays. La réussite, c'est ça. Après, s'il y a des récompenses, si on considère que je dois être récompensé parce que je mérite, je dis oui, avec grand plaisir. Je prends vraiment Légion d'honneur, comme on dit. Mais je ne l'ai pas fait pour être une main noire pour déstabiliser le président Alassane Ouattara. Voilà, je voulais revenir sur M. Henri Konan Bédié. Sur le comportement que je trouve irresponsable. Irresponsable et honteux. Voyez, le problème de l'Afrique, c'est ça. Quand ils n'aiment pas qu'on critique, ils n'aiment pas qu'on apporte des arguments, ils n'aiment pas qu'on parle de ça, on doit rester toujours dans la médiocrité. Et c'est ça le problème de l'Afrique. Et moi, je ne veux pas rester dans la médiocrité. Je pose une question et je souhaiterais que le ministre Kwadjo Konan Bertin puisse apporter un démenti formel, officiel, à cette déclaration de M. Henri Konan Bédié. Parce que pour ma part, c'est très grave. Parce qu'il faut aussi aider nos hommes politiques, nos dirigeants aussi, à être corrects. Et je pense qu'il faudrait que le ministre Kwadjo Konan Bertin apporte un démenti. Parce que ce qu'a dit M. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, est très grave. C'est d'abord irresponsable, c'est honteux, c'est petit, mais c'est grave. Pourquoi? Henri Konan Bédié n'est pas un réfugié sénégalais en Côte d'Ivoire. Pour que le président sénégalais Macky Sall puisse envoyer un émissaire qui serait un ministre de la réconciliation en Côte d'Ivoire pour dire oui, va faire ma commission. Parce que l'émissaire, c'est celui qui va faire ta commission. Voyez, je ne sais pas si on comprend, ou bien c'est moi qui ne comprends pas bien. Parce que c'est ça. Hein. C'est quoi un émissaire? Un émissaire, c'est un coursier, c'est celui qui va faire ta commission. Donc, Macky Sall donne sa commission à KKB, au ministre KKB pour aller donner à Henri Konan Bédié. C'est quel... En fait, tu comprends? Je ne vois pas le sens, la logique des choses. Donc, Macky Sall envoie le ministre KKB, donc Kwadjo Konan Bertin, d'aller faire sa commission à Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié n'est pas un réfugié sénégalais en Côte d'Ivoire. Franchement. Donc, c'est quelle commission? Je ne comprends pas. Pour quelqu'un, c'est tellement irresponsable. En fait, ceux qui écoutent ça là même là, vous pouvez commenter pour dire, mais Bédié, il faut nous respecter le vieux. Enfin, la page, c'est la page d'Henri Konan Bédié, signée d'Henri Konan Bédié. Je ne sais pas si Bédié a perdu un bon. Moi, depuis quelque temps, depuis longtemps, je disais que il y a quand même le grand âge, il y a un âge, donc parfois, voilà, il fait des vapes. Hein. Mais là, c'est quand même grave. Donc, c'est au ministre de la Réconciliation, le ministre Kwadjo Konan Bertin, d'apporter un démenti. Parce qu'il faut qu'il vienne nous expliquer à la population, parce qu'on a besoin de se comprendre. Parce qu'il ne faut pas que les choses se passent comme ça et que ça soit des polémiques, ça soit frappe sur les réseaux sociaux, qu'on apprend comme ça. Non, non, non. Il faut être sérieux un peu. Il faut qu'on soit sérieux nous-mêmes. Et que nous-mêmes, les citoyens, là, on doit être exigeants vis-à-vis de nos autorités pour dire non. Il y a quelque chose de grave qui a été dit. Il faudrait que l'autorité apporte les démentis. Donc nous, on a besoin, on attend le communiqué du ministère, du ministre de la Réconciliation, soit qui va confirmer ce qu'a dit Henri Konan Bédié, soit qui va démentir ce qu'a dit Henri Konan Bédié.
Il faut qu'on soit correct dans la société. Il faut qu'on soit, nous-mêmes, on soit ordonnés. C'est tout. C'est très... Parce que ici, là, c'est comme ça. Il faut aider nos autorités aussi. Nos autorités, là, à respecter aussi les institutions. Parce que là, il y a un problème. Il faut que le ministre de la Réconciliation fasse un communiqué pour dire, pour démentir les propos d'Henri Konan Bédié, ou de dire oui, effectivement, c'est Macky Sall qui m'a envoyé. Dans ce cas, Bédié, oh, le ministre de la Réconciliation, les deux là, on va les mettre dans un avion, ils vont aller s'asseoir au Sénégal. Parce que dans le gouvernement de Côte d'Ivoire, là, Kaka est ministre du gouvernement ivoirien, il n'est pas ministre du gouvernement sénégalais. Il ne faut pas mépriser, c'est un mépris des institutions. Moi, je n'aime pas qu'on méprise les institutions. Ça me révolte. Regardez Soro Guillaume là. Mon problème est Soro Guillaume, il est là. Soro Guillaume est dans la majorité. Soro Guillaume là, mon problème est lui, il est là. Je n'aime pas les gens qui ne respectent pas les institutions. Je ne supporte pas les petits rebelles. Soro Guillaume est président de l'Assemblée nationale. Et c'est lui qui est assis à l'Assemblée nationale, qui méprise l'institution, qui bafoue les institutions, qui manque de respect au chef de l'État, qui manque de respect au Premier ministre. Pendant 4 ans, j'ai dit Soro Guillaume, hey, il faut arrêter. Soro Guillaume, il faut arrêter. Soro Guillaume, il faut respecter. Soro Guillaume, tu empruntes le chemin qui n'est pas bon. J'ai dit Soro Guillaume, Soro Guillaume. Soro Guillaume est où aujourd'hui? Soro Guillaume est où aujourd'hui? Il faut respecter les institutions. Et donc, nous demandons en tant que citoyens ivoiriens, en tant que majorité silencieuse, nous demandons un démenti, un communiqué du ministre de la Réconciliation. Ça va faire taire toutes ces polémiques sur la toile. On ne peut pas s'asseoir là silencieusement pour dire on ne dit rien. Non, il faut dire quelque chose. C'est ça aussi, l'information, il faut donner l'information vraie à la population. Comment Bédié, qui a été ancien ministre des Finances de Félix Houphouët-Boigny, qui a été président de l'Assemblée, qui a été ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, président de l'Assemblée nationale, président de la République, peut se comporter de cette manière-là comme un amateur qui vient d'avoir ses 15 ans et qui rentre en politique. Ça veut dire quoi? C'est Macky Sall qui va faire commission à KKB pour venir donner à Bédié dans le pays là. Ça veut dire quoi? C'est un mépris, c'est un manque de respect total de nos institutions. Bédié ne respecte pas la Côte d'Ivoire. Bédié manque de respect aux Ivoiriens. Il ne respecte pas la Côte d'Ivoire. Il ne respecte pas la Côte d'Ivoire, ce Ghanéen là. Franchement, il faut qu'on arrête. Donc mes amis, je ne vais pas être très très long là-dessus. Je pense qu'on est à 1h11. Il est 18h30. Merci à tout le monde. Merci pour tout. Merci à tout le monde. Merci à Jeannette. Oui, il faut donner l'information. Merci à tout le monde. Et que nous devons demander au ministre, nous tous demandons au ministre de la Réconciliation de venir éclaircir les propos de Bédié qui crée le flou, qui crée du trouble et qui crée un désordre dans la société. Nous sommes à quelques jours des élections législatives. Je le dis et je le répète. C'est que ces gens n'ont pas réussi à faire pendant les élections présidentielles. Ils sont prêts, ils ont tout mis en œuvre pour le faire pendant les élections législatives, d'où leur participation de façon vulgaire à cette élection législative. Ils vont à cette élection pour contester les résultats et pour mettre en difficulté les institutions, pour créer le désordre. Et en ce moment, ils vont appeler à une désobéissance civile pour créer des troubles dans le pays. Donc, dès maintenant, là, mettons de l'ordre. Bonsoir et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye, ciao.